Je voudrais d'abord, avant de donner la parole à notre conférencier, dire deux mots sur le choix de ce thème. Alors 1917, il n'aura échappé à personne que c'est le 100e anniversaire de quelque chose. En général, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est évidemment la révolution russe. Mais il se trouve que cette révolution russe est assortie ou accompagnée dans la même année de quelque chose qu'on a appelé la crise des démocraties. Un certain nombre de démocraties connaissent à ce moment-là une rupture dans l'union sacrée, parce que la guerre est longue, parce que c'est difficile à assumer. Et puis qu'on se pose de plus en plus aussi la question des raisons réelles de cette guerre et le sens que ça a de la mener de manière aussi violente. Et puis troisièmement, il y a, on en parle un peu plus ces derniers temps, l'intervention des États-Unis. Intervention tardive, puisque la guerre a commencé déjà depuis un certain temps. Intervention massive d'un point de vue matériel, mais intervention relativement discrète, au moins au début, du point de vue humain. Et on ne rappellera jamais assez que l'engagement des troupes américaines, dont on dit qu'elles ont sauvé la situation, ne se fait qu'en novembre 1917, c'est-à-dire, fin novembre 1917, donc de manière tardive, y compris dans l'année. L'idée que j'ai suggérée à Christophe Prochasson, qui est un bon connaisseur de la situation, et pour cause, il a animé, il a été le commissaire d'une exposition qui a eu lieu en 1987 aux Invalides. Donc vous voyez, il est un vieux compagnon de route du sujet. C'était de réfléchir, entre autres, mais après il est totalement libre évidemment de ses propos, de réfléchir sur... Et c'est pour cette raison que c'est le sujet, le thème, l'intitulé de notre soirée de ce soir, l'année fondatrice du siècle, parce que avec ces événements dont je viens de rappeler l'existence, on a les éléments essentiels qui vont caractériser le XXe siècle. Avec la révolution russe, révolution en 17, mais coup de force en octobre, en février, mais coup de force en octobre, ce sont les prémices d'une des caractéristiques du XXe siècle, c'est-à-dire le totalitarisme, et avec tous les débats que cela va évidemment lancer, et pas seulement des débats, puisqu'il s'agit aussi d'antagonisme. La deuxième chose, la crise des démocraties, ces démocraties qui se sont lancées dans des guerres, dans une guerre, et qui vont en fait ne jamais sortir complètement de cette crise, puisque ce sera l'histoire des démocraties dans l'entre-deux-guerres. Et puis enfin, l'arrivée des Américains sur le sol européen, c'est la première fois que un État non européen contribue ou même règle un problème européen. Et cet État-là, l'État américain, réputé pour être isolationniste, il ne l'est absolument pas, hein, il est isolationniste par rapport à l'Europe, mais il tourne le dos à l'Europe, mais en réalité, il n'est pas du tout isolationniste, et sur le continent américain, et dans le Pacifique, où il a une politique, au contraire, extrêmement dynamique depuis la moitié du XIXe siècle, le début du XXe, et jusqu'au début jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et donc, les Américains arrivent pour la première fois en Europe, font plus que contribuer à la paix, puisque c'est leur président qui va imposer les différents principes qui devront présider au traité. Et à partir de ce moment-là, les Américains ne repartiront plus, même s'ils repartent à ce moment-là et que ça va avoir des conséquences très importantes sur l'histoire de l'Europe et du monde dans l'entre-deux-guerres, puisqu'ils se désengagent. Mais en réalité, désormais, les Américains sont devenus la première puissance mondiale. Alors je parle évidemment sous le contrôle de notre conférencier, qui pourra me contredire totalement, s'il le veut, et je voudrais lui passer la parole, si vous voulez bien, et donc je l'invite à venir me rejoindre. Vous l'avez rappelé, cher Pierre, dans ma jeunesse, il m'est arrivé en effet de m'interroger précisément sur l'année 17. Donc j'ai rouvert un dossier, et c'est toujours rafraîchissant de rouvrir un dossier.
et de s'interroger sur l'année 17. Alors, tant pis pour vous, je ne vous corrigerai pas parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et le contraire m'eût étonné vu l'étendue de votre savoir. Mais enfin, j'aurais bien aimé tout de même pouvoir nuancer une partie de votre propos, et bien non. Donc je vais essayer de me tenir à votre problématique, mais c'est là où je serais peut-être un peu désobéissant, peut-être ferais-je ici et là des pas de côté. Alors comme je n'ai pas votre aisance rhétorique, on en parlait tout à l'heure, je vais m'appuyer sur les notes que j'ai prises pour vous présenter cette réflexion. Et je voudrais commencer par une réflexion. Vous allez trouver ça un peu banal pour un historien, une réflexion sur ce que c'est qu'une date. Bon, vous allez me dire, c'est le matériau premier d'un historien, et donc, d'une certaine façon, s'intéresser à 1917, cela va de soi. Il y a 2 ou 3 ans, je ne résiste pas à évoquer cette petite anecdote devant un éditeur. Il y a 2-3 ans, un éditeur qui était rempli de confiance à mon endroit m'a passé une curieuse commande qui était de rédiger un petit volume dans lequel serait consigné ce que cet éditeur appelait des dates clés. Des dates clés, en l'occurrence, de la République. Bon. Puis finalement, d'ailleurs, il s'est rabattu sur une autre formule. Il a préféré parler, sans doute d'un titre moins tonique, de grandes dates. Par appât du gain, parce que, bon, enfin, à vrai dire, plus symbolique que financier, j'ai accepté de relever ce petit défi, parce que, évidemment, comme tout historien, j'entretiens avec les dates un commerce un peu particulier. Je dois dire d'ailleurs, j'ai une assez mauvaise mémoire des dates, ce qui est un peu un handicap, mais il y a, c'est vrai, des grandes dates. Mais qu'est-ce que c'est qu'une grande date? Qu'est-ce que c'est qu'une date clé? Y a-t-il des dates plus grandes que d'autres? Y a-t-il des dates charnières? Que sont les dates mémorables? Et de quoi, finalement, est fabriquée ce qu'on pourrait appeler la texture chronologique de l'histoire? Alors ces questions, vous les avez réveillées, Pierre, et m'ont plongé dans un embarras croissant. Est-ce que 1917 était à mettre au même rang que de grandes dates? On pourrait d'ailleurs faire un petit jeu aimable entre nous, dire quelles sont les grandes dates qui vous viennent immédiatement à l'esprit. Bon, pour ce qu'on appelle les historiens du contemporain, il y aurait évidemment 1789, qui tomberait tout de suite dans l'escarcelle, 48, 1914, évidemment, 1945, et puis j'y ajouterais volontiers 1989. Mais on pourrait dire que peut-être 2017 va être une grande date, car au fond, quelle est la conscience qu'ont les acteurs de cette date, de ce temps qui s'écoule et du temps dans lequel ils se trouvent? Les dates, au fond, sont comme des petites allumettes bien rangées au fond d'une boîte, et elles demeurent là jusqu'à ce qu'on les allume, jusqu'à ce que les historiens, qui sont dotés d'un pouvoir considérable, disent « ceci est une grande date, ceci est important ». Voilà, ce petit préambule fait, je vais maintenant pouvoir vous présenter ce que je suppose donc est une grande date, et sans doute pour les raisons invoquées par Pierre Vallot, une grande date parce que, vraisemblablement, en 1917, vous me passerez cette formule bizarre, le monde est devenu le monde. 1917, elle-même a été qualifiée différemment. Si on fait un petit peu le répertoire des qualificatifs ayant visé 1917, je l'ai regardé comment les historiens en ont parlé. Année terrible, bien que ce soit plus pour l'année 1870, mais on le trouve, année tournant, année tragique. L'historien Jean-Jacques Becker, qui a fait un livre réputé sur l'année 17, lui, parle d'année impossible. On pourrait dire aussi,
comme le président de l'époque, le président de la République de l'époque, Raymond Poincaré, que lui-même a qualifié 1917 dans ses mémoires d'année trouble. C'est le moins que l'on puisse dire que 1917 fut une année trouble. Vous en avez déjà eu un rapide aperçu, et c'est donc ce que je vais m'employer à vous montrer. Me voilà venu donc au terme de cette conférence, et je vous prie d'excuser, j'ai dépassé mon temps. Mais il faudrait peut-être rappeler cette chose simple, et j'en viendrai à des considérations plus générales, que derrière la tragédie de la guerre, derrière les épisodes politiques et militaires, que les sociétés dans leur ensemble poursuivent leur route, sans doute une route infléchie par la guerre. Mais il faut se rappeler que la modernité, le nouveau monde, le XXe siècle, était déjà né avant. À la fin du XIXe siècle, plusieurs grandes œuvres, plusieurs grandes sciences avaient connu des progrès considérables. Et en même temps, l'année 1917 est une grande année culturelle du point de vue de la modernité. Et c'est la raison pour laquelle on a raison, comme en faisait état tout à l'heure Pierre, de penser que 17 pourrait symboliser ce modernisme-là. Ces grandes œuvres, je pense à l'introduction à la psychanalyse de Freud, publiée en 1917. Le pauvre Freud qui avait d'ailleurs, et sa famille, beaucoup souffert de la famine du blocus à Vienne. Apollinaire, qui publie en 1917 Les Mamelles de Tirésias, œuvre qui aura tellement d'écho, d'importance pour le surréalisme. Paul Valéry, qui publie en 1917 l'un de ses plus grands poèmes, La Jeune Parc. Mais je pourrais aussi citer Pirandello, À chacun sa vérité, ou aussi que 1917, c'est l'année où Cocteau, Satie et Picasso créent ce grand spectacle d'avant-garde intitulé Parade. Et en même temps, 1917, vous l'avez vu, c'est cette séquence où la guerre s'étend à toute la planète, où les espoirs de paix ont totalement fondu, où les haines n'ont cessé de s'attiser entre les nations. Les morts se comptent par centaines de milliers. D'autres chemins auraient sans doute été possibles, nous l'avons vu. L'année 1917, je le disais tout à l'heure, c'est l'année où se croisent donc cette modernité, ce vieux monde, la guerre et la paix, le vieux continent et le nouveau monde, les traditions et les avant-gardes, les tanks et les chevaux, disais-je tout à l'heure. C'est décidément l'année 1917, une année tout à la fois charnière, une année tragique, une année tournant. Bref, une année qui appartient sans doute, sans nul doute même, au répertoire des grandes années sur lesquelles je m'interrogeais en commençant et qu'il n'est pas inutile de parcourir. Alors, est-ce que l'histoire du monde mondialisé, comme on dirait aujourd'hui, commence en 1917 ? Du point de vue de l'histoire des longues durées, je crois qu'on peut le dire. La place des États-Unis, le rôle de la Russie, l'idée de guerre totale, nouvelle notion et nouvelle pratique surtout, la science moderne et les applications meurtrières auxquelles elle donne parfois naissance. Mais s'ouvrent aussi d'autres faits majeurs qui ne sont depuis évanouis, notons-le bien. Ces faits majeurs qui ont marqué l'histoire du XXe siècle et desquels nous nous éloignons. Le communisme et la révolution mondiale. La guerre mondiale aussi, qui a disparu aujourd'hui au profit de guerres localisées ou civiles. La puissance même des États-Unis, aujourd'hui mise à l'épreuve. On pourrait aussi dire que la modernité qui s'affiche en 1917 était, je le disais là, déjà en puissance avant, l'hégémonie états-unienne et son leadership moral, et j'y insiste beaucoup, vous l'avez vu dans le texte de Wilson, qui sont aujourd'hui tant mis à mal. Grande année, sans doute, que 1917, mais une année prise dans un continuum historique qu'il ne faut jamais oublier. Vous savez, les ruptures franches
sont très rares en histoire. Et la conséquence est qu'il serait sans doute hasardeux, dangereux, périlleux de figer cette année sous les espèces d'un seul moment. Mais 1917, c'est l'année où s'ouvre un temps, et ce temps, il est peut-être aujourd'hui en train de se clore. Je vous remercie.